Madame, Monsieur, bonsoir. Le très controversé statut unifié des fonctionnaires de l'éducation nationale au menu de questions d'actu ce soir. Avec 4 jours de grève, rien que pour la semaine en cours, le spectre d'une année blanche plane et menace plus de 7 millions d'élèves des écoles publiques marocaines. Le sujet est sur toutes les lèvres depuis 2 mois, jour pour jour, depuis que le gouvernement adopta ce projet de décret-loi relatif au statut unifié des fonctionnaires de l'éducation nationale, étape clé selon la tutelle pour cette réforme du système d'éducation et de formation et objet de rejet des enseignants qui enchaînent les grèves et les manifestations. Selon eux, ce statut leur rajoute des fonctions et des heures de travail. Pourtant, selon la tutelle, le projet de décret relatif au nouveau statut unifié a été élaboré en concertation avec les syndicats les plus représentatifs. Mais quid alors des coordinations qui, elles, ne sont pas d'accord? Et il y en a un bon nombre, plus de 25. Alors, qui représente-t-elle réellement? La question a lieu d'être posée. 2 chiffres très parlants et surtout inquiétants à retenir. Près de 100 000 enseignants en grève depuis la rentrée, donc en 2 mois. C'est déjà 45 jours d'école de perdu. Pour gérer cette situation, reprendre le dialogue avec les syndicats, le chef du gouvernement crée une commission ministérielle composée, du ministre de l'Éducation nationale, naturellement, Cheikh Ibn Moussa, du ministre de l'Emploi et des Compétences, Younes Kouri, et du ministre délégué chargé du budget, Fouzel Qja. Enfin, Aziz Akhnouch s'est dit hier disposé à présider le dialogue à condition de mettre fin à la grève en demandant aux enseignants Idirou Niya. Alors, pour tout comprendre au nouveau statut unifié des fonctionnaires de l'éducation nationale et aux revendications de ces enseignants, j'accueille pour le débat ce soir, pour représenter la tutelle d'abord, la directrice provinciale de l'éducation nationale à Ben Slimane, Asma Haïdi. Bonsoir et bienvenue à vous sur ce plateau. Merci. En face, un plaisir renouvelé d'accueillir le professeur à la faculté des sciences de l'éducation à l'université Mohamed V de Rabat, professeur Mohamed Gdira. Bonsoir, professeur Gdira. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter et de répondre à nos questions. Se joint à nous depuis El Jadida, le professeur Hassan Smili, directeur fondateur de Jawaz.academy. Bonsoir, professeur Smili. Bonsoir, madame. Je rappelle que vous êtes anciennement directeur. Marhaba. Je rappelle donc que vous êtes anciennement directeur du pôle études et recherches au Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique. Et vous avez été impliqué à ce titre dans la mise en place et l'élaboration de la vision stratégique 2015-2030. Encore une fois, bienvenue à vous. Alors, merci. Madame, messieurs, d'abord, une réaction par rapport aux déclarations du chef du gouvernement hier. Et j'en parlais dans mon introduction. Vont-elles réellement calmer la situation? Professeur Smili. Oui, je crois qu'il faut poser le problème d'une manière un peu plus générale parce que ce statut particulier devait d'abord s'inscrire dans le cadre de la réforme, réellement dans le cadre de la réforme, de la vision stratégique et de la loi cadre. Bon, il y a une référence dans le texte, il y a une référence à la loi cadre, mais ce qui nous manque, moi je vous dis ça et je le répète, je l'ai déjà dit plusieurs fois, ce qui nous manque au niveau de la réforme, c'est une véritable mobilisation. Les enseignants ont publié un statut particulier qui se dit unifiant, mais en fait, dès les premières phrases, on voit qu'il s'agit de 2 types de fonctionnaires. Il y a encore des fonctionnaires de l'éducation nationale et des fonctionnaires des académies, donc il n'y a pas vraiment unification. D'un autre côté, il y a beaucoup de choses qui posent question. Par exemple, la question des fonctions. Vous les avez citées. Il y a des fonctions, de nouvelles fonctions pour les enseignants, mais le texte ne parle pas du tout, alors que c'est un statut particulier, ne parle pas du tout des charges. Combien d'heures doit chaque type d'enseignant? Comment évaluer les nouvelles fonctions? Il y a des fonctions dans le cadre d'une équipe, il y a des fonctions de soutien, d'éducation, etc. Beaucoup de fonctions nouvelles, qui sont souhaitables, qui rentrent dans le cadre d'une nouvelle vision des fonctions de l'enseignant. Mais on voit pas. Normalement, ces charges qui sont nouvelles doivent être évaluées
au niveau des horaires et on doit pouvoir les intégrer, qu'il y ait vraiment une intégration. Ce qui manque aussi, et là je ne cesse pas de penser à la réforme en tant que telle, c'est que là encore, il y a le statut présente des structures différentes, hiérarchisées et cloisonnées. On ne voit pas de rapport entre les différents types d'enseignants. Alors que normalement, quand on travaille sur une réforme, c'est une réforme globale, encore une fois. Or, encore une fois, il y a ce manque de mobilisation dont j'ai parlé. Alors, ce qui est intéressant, professeur Smili, dans vos propos, qui reprennent d'ailleurs beaucoup des revendications de certains syndicats, vous parlez de mobilisation. Donc, d'un côté, on parle de la mobilisation, bien évidemment, du corps enseignant, et de l'autre côté, c'est qu'on parle d'heures de travail et tout. Alors, du coup, il y a contradiction quand même. Si on parle de mobilisation, et en même temps, on dit, non, on ne connaît pas trop les heures de travail. Donc, ça veut dire qu'effectivement, on demande aussi à ce corps enseignant d'être mobilisé. Oui, mais il n'y a pas de contradiction, parce que une mobilisation, ça implique d'abord vraiment une communication véritable avec l'ensemble des acteurs. Peut-être que j'ai mal compris, professeur Smili. Donc, ce que vous dites, c'est la mobilisation de qui, en fait? Parce que pour moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il faut une mobilisation du corps enseignant. Non. En collaboration avec les gestionnaires d'une éducation, c'est-à-dire les ministères, les différents corps, etc. Une mobilisation générale pour la réforme. Or, cette mobilisation, on ne l'a jamais vue. Alors, comment voyez-vous la mobilisation justement du corps enseignant? Si on parle on parle de la réforme, comment voyez-vous la mobilisation? Et je ferai réagir aussi la tutelle par rapport à ces revendications que vous avez citées. Mais comment voyez-vous la mobilisation des enseignants, Sismili? Déjà, le fait de dire on discute avec les syndicats les plus représentatifs, ça ne veut rien dire. Parce qu'on sait que le taux de syndication est très faible dans l'ensemble du corps enseignant. Donc, même lorsque vous prenez le syndicat le plus représentatif, il représente un taux très faible au niveau des syndiqués. Alors, qui représente ces syndiqués? Qui représente ces enseignants? Si on voit Tnsiriyat, elles sont au nombre d'une trentaine. Elles représentent qui? Est-ce qu'elles ont une représentativité démocratique? Vous dites que ça ne veut rien dire. Donc, du coup, alors à quoi bon avoir des syndicats si, selon vous, ça ne veut rien dire? Donc, finalement, ces enseignants qui portent leur voix, qui est censé porter leur voix? Parce que vous l'avez dit, ça ne veut rien. Si un syndicat ne veut rien dire, c'est quand même grave si on se retrouve dans cette situation. Non. Je dis que la représentativité des syndicats avec lesquels il y a eu des discussions et la signature de l'accord de janvier ne représente pas une grande partie des enseignants. Est-ce que vous avez des chiffres? Est-ce que vous avez des chiffres, Sismili, qui attestent justement de la non-représentativité des syndicats qui ont mené les négociations avec le ministère et qui prouvent justement qu'ils ne sont pas aptes à parler au nom des enseignants? Et du coup, quelle est l'alternative? Je n'ai pas de chiffres en tête, mais la preuve la plus évidente, c'est que les Tnsiriyat arrivent à immobiliser le fonctionnement de l'enseignement, de l'éducation. Et donc, ça veut dire qu'il y a quand même il y a un répondant. Il y a un répondant à leur action. D'accord. Par contre, certains syndicats ont décidé de reprendre. La reprise n'a pas eu lieu. Déjà ça, l'impact des décisions des syndicats et des décisions de Tnsiriyat, on le voit. Moi, je ne défends ni les syndicats ni Tnsiriyat. Oui, en toute objectivité. On essaie aussi de comprendre, est-ce que c'est réaliste, au vu du nombre de ces Tnsiriyat, de s'asseoir à la table et de répondre aux revendications de chacune de ces coordinations? Ils ont une représentation nationale. Ils ont une représentation nationale, mais le problème n'est pas là. Il faut vraiment les mobiliser et discuter avec eux, parce que là, j'ai vu ce qu'ils proposent comme moyen de mobilisation. C'est assez diversifié. Ils ne proposent pas que la grève. Ils proposent des
des waqafat ihtijajiyya, des cela. Non, ils font tout ça. Hein. Juste, ils menacent de passer de la grève fermée à une grève ouverte. Et là, vraiment, on se dirige vers une année blanche. Ala Mahal, si vous le permettez, Sismili, je vais faire réagir Asma Haïdi. D'abord, une réaction par rapport aux points qui ont été cités. Ce sont les revendications. Du coup, je ne sais plus si je dois dire Tnsiria ou le syndicat. On a des doutes sur justement ce statut unifié. Pourquoi certains dépendront du ministère, d'autres des académies. Bref, d'abord sur ce statut unifié des fonctionnaires de l'éducation nationale, parce qu'il ne faut plus dire enseignants, c'est ça? Non, c'est des enseignants. Dans les fonctionnaires de l'éducation nationale, avant les enseignants, il y a d'autres statuts, autres que les enseignants, d'autres cadres. Donc, moi, je reviens juste sur le propos sur la mobilisation. Et il ne faut pas oublier de la réforme de l'éducation nationale. La réforme, c'est le fruit d'un débat national. C'est pour la première fois qu'on a eu des concertations à l'échelle nationale pour une réforme de l'éducation. Donc, c'est très, très important, ça. C'est une réforme qui est basée sur le volontariat dans tout ce qui est dans notre système éducatif, qui vient du terrain, qui vient des établissements scolaires, du cœur des établissements scolaires. Donc, et ça, c'est la pierre angulaire et l'avantage qu'on a dans cette nouvelle restructuration du système éducatif. Alors, ce que vous dites là, c'est que tout le monde a pris part à l'élaboration de cette réforme. Bien sûr. Chose que contestent les coordinations. Elles n'ont pas été conviées. Tout le monde a été convié. Et ça, au vu de tout le monde, et je pense la presse aussi a suivi, que l'année d'avant, il y avait des concertations à l'échelle nationale, où il était convié. C'était des focus group à l'intérieur des établissements scolaires, c'était des focus group avec les représentants des territoriaux, c'était avec les... Et ce statut unifié a été discuté lors de ces focus group. C'est lors des focus group qu'on a vu l'intérêt de faire un statut unifié, justement. C'est-à-dire l'intérêt d'avoir des instruments qui peuvent nous aider à instaurer cette réforme dans l'éducation nationale. Et donc, parmi eux, il y avait effectivement le côté, et il faut dire une chose, c'est la première fois qu'une réforme du système éducatif introduit les ressources humaines au cœur de la réforme. On ne peut pas, d'ailleurs, dans les 3 principaux piliers de la réforme, on trouve... Mais du coup, la ressource humaine, c'est pour lui donner plus d'avantages ou pour lui donner plus de travail sans avantages? Ce statut unifié n'a pas touché aux avantages précédents des enseignants. Pas du tout. Donc la retraite, selon certains, leur retraite sera peut-être revue à la baisse. Pas du tout, pas du tout. Il n'y a pas eu ni hausse de salaire ou de quelque chose de pécuniaire qui touche le salaire de base dans le statut unifié. C'est une organisation des fonctions au sein de l'éducation nationale. Donc, ce statut unifié, il nous a apporté des avantages, beaucoup d'avantages, mais il y a des limites. Quels sont les avantages, justement? Parce que là, premièrement, on dit... Tout ce qui est mis on met le doigt sur, justement, les inconvénients, qu'il y a beaucoup de choses qui ne rendent pas, finalement, ce statut d'enseignant qui ne lui redore pas le blason, finalement. Le statut d'enseignant, il a toujours eu un blason doré. L'enseignant, il était toujours au cœur des réformes. L'enseignant, c'est la pierre angulaire de l'éducation nationale. On ne peut pas voir une réforme et exclure l'enseignant. Alors, qu'est-ce qui gagne l'enseignant de ce statut unifié, madame? Alors, ce statut unifié, déjà, nous avons vécu depuis 2017 les recrutements régionaux qui étaient mal pris, qui avaient des limites sur le statut social et tous les avantages sociaux des enseignants recrutés. Actuellement, avec le statut unifié, on parle des fonctionnaires de l'éducation nationale. Il n'y a plus de contractuels. On parle plus depuis 2019, on ne parle plus. Depuis 2019. C'est ça. Donc je ne sais pas pourquoi on le remet tout le temps sur le plateau, alors que on ne parle plus de ce. Le fait de recruter régionalement, c'est un choix de tout le gouvernement. On est vers une décentralisation pour s'approcher beaucoup plus. Il ne faut pas oublier que le recrutement aussi à l'échelle régionale répond aux besoins directs des régions.
C'est un avantage pour l'enseignant. Bien sûr que c'est un avantage. C'est un avantage. On est prêt. J'ai pas besoin de me déplacer jusqu'au sud pour être recruté, alors que si je suis dans la région de Casa, je peux être recruté sur Casa. Je n'ai pas besoin de me déplacer jusqu'à Oujda alors que je peux être recruté, par exemple. C'est la valorisation des ressources de la région aussi. Des ressources de la région. Donc, je ne vois pas aussi, on a l'avantage... Donc, il n'y a pas cet aspect de mobilité a été pointé du doigt aussi, madame. Mais à savoir, si avec ce statut... il y a justement des recrutements régionaux, pourquoi on dénonce cette question de mobilité? La question de mobilité n'est plus d'actualité avec le nouveau statut, et même avant. Plusieurs des revendications ont été réglées avant ce statut unifié. Donc là, au niveau des statuts unifiés, nous avons des fonctionnaires de l'éducation nationale qui bénéficient des mêmes droits et des mêmes devoirs, au même pied d'égalité. Très bien. Aucune mention des heures de travail. Il faut savoir que ce sont des articles qui vont, normalement, suite à un dialogue avec les syndicats, vont être développés par la suite pour l'enseignant, ou si on prend le statut enseignant tout court et les tâches qui lui ont été incombées, je ne vois pas ça par une contrainte, mais plutôt un avantage pour l'enseignant. Parce que, je vais vous dire, un enseignant participe au conseil de classe. Avant, il faut faire une comparaison entre le statut d'aujourd'hui et le statut de 2003. Qu'est-ce qu'il définissait? L'enseignant, il faisait de la formation et de l'éducation. Tout à fait. C'est quoi ça? Mais si je précise à mon enseignant, voilà ce que tu vas faire, je le protège. Je le protège d'un abus d'un inspecteur. Je le protège d'un abus d'un directeur d'établissement. Il sait très bien, c'est clair et précis, quelles sont les tâches qui lui incombent. Et on ne peut pas lui imposer des tâches supplémentaires. Si on veut être un acteur dans son établissement, est-ce qu'on va rentrer uniquement dans la classe et sortir? Nous n'allons pas participer au conseil d'établissement, au projet d'établissement. C'est l'objectif de la réforme. C'est aussi d'avoir des acteurs au sein des établissements qui savent qu'est-ce qui se passe dans leur établissement. Très bien. Professeur Gdira, d'abord peut-être information complémentaire ou commentaire par rapport à ce qui a été dit. Non, je n'ai pas de commentaire, mais dans les négociations, il y a des postulats de base. Et à mon sens, le premier postulat de base, c'est-à-dire sur le champ des principes, il n'y a pas de place pour les négociations. Et je vais citer quelques principes. Premier principe, l'enseignant doit vivre et travailler avec dignité et décence. Deuxième principe, l'enseignant doit avoir plus de respect. Troisième principe, et là... Ce sont les principes de la réforme, non, c'est des principes les principaux fondements. Non, c'est des principes. Les principaux fondements, c'est autre chose. Là, on parle de réalisation de complémentarité de la cohérence, d'attractivité de la profession, et j'en passe. Ça, c'est des principes de base avant toute négociation. C'est-à-dire... Oui, mais selon qui? De toute négociation, est-ce que c'est... Oui. Voilà. Lorsque je dis... Pas que pour les enseignants. Lorsque je dis que l'enseignant doit vivre et travailler avec dignité et décence, cela suppose qu'il ne travaille pas avec dignité et décence. Aujourd'hui. C'est-à-dire pourquoi? Écoutez, regardez maintenant les protestations massives. Et qu'est-ce qu'ils demandent, ces gens? Ils demandent une rémunération supplémentaire pour vivre décemment. Quel est le salaire moyen aujourd'hui d'un enseignant? 5200 dirhams. Moyen? Non, c'est le salaire de départ. Ah voilà, de départ. De départ. Je parlais du salaire moyen. Non, le salaire moyen, on va dire, il est à peu près de 8000 dirhams. Quelle est son évolution? L'évolution, d'abord, il faut parler de... nous assistons, malheureusement, à une prolétarisation je dirais, de la situation socio-économique de l'enseignant. Il faut le reconnaître. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est incapable de vivre avec 5200 dirhams. Le statut de l'enseignant, il y a 20 ans, était 10 fois meilleur que le statut d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Oui, bien sûr. Alors, il y a 3 paramètres. Le taux d'inflation, d'accord? Et lorsqu'on dit taux d'inflation, c'est le pouvoir d'achat.
Et lorsqu'on dit pouvoir d'achat, c'est lié à la rémunération monétaire. Et par conséquent, aujourd'hui, lorsque j'ai dit combattre la prolétarisation, c'est qu'aujourd'hui, les enseignants voient leur pouvoir d'achat diminuer, mais alors là, à une chute libre. Donc c'est une question de compensation financière. Mais tout à fait. C'est ce que vous mettez en premier. Pour moi, c'est ça. D'accord. Et pour moi, ce que les syndicats n'ont pas su négocier, c'est ce salaire de départ. Ils n'ont pas été augmentés. Vous donnez un statut... Est-ce qu'on peut faire réagir la tutelle par rapport à ce point? Est-ce que ce point, qui n'est pas des moindres, non, c'est normal, je comprends que toute négociation, soit-elle, elle commence par cet aspect financier, est-ce que ça a été pris en compte lors des négociations avec entre le ministère et les syndicats? Il faut savoir que ce statut unifié n'apporte pas d'augmentation de salaire. Du tout. Mais comment on peut demander à des gens de travailler plus sans les augmenter? Là, je pense... Parce que sans revoir peut-être leur rémunération. Ce qui est partagé au niveau du statut unifié, on parle des indemnités complémentaires. L'augmentation de salaire, elle n'était pas d'actualité dans la discussion. Dans la négociation. Juste on la laisse finir. Dans la négociation, c'est un dialogue ou un débat qui dépasse un petit peu le secteur de l'éducation nationale. Non, madame. Très bien. Là, on parle d'indemnité. La déclaration du chef du gouvernement du 12 septembre a dit la chose suivante. Dans les négociations avec les syndicats ont proposé de commencer par les plus anciens pour arriver aux nouveaux recrues. Ça tombe bien, il y a une autre déclaration encore plus récente du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, c'était hier. Voilà. Écoutons-le. Le gouvernement a initié au début de son mandat un dialogue social avec les centrales syndicales les plus représentatives du secteur de l'éducation afin de trouver un terrain d'entente sur les mesures relatives à l'augmentation graduelle du salaire minimum. Il s'agit d'atteindre la somme de 7 500 dirhams mensuels pour tous les détenteurs de certificats de qualification pédagogique délivrés par les centres régionaux des métiers de l'éducation et de la formation. Cette augmentation de 2500 dirhams pour ceux qui débutent leur parcours professionnel permettra de relever l'attractivité du métier d'enseignant. Elle concerne aussi tous ceux qui ont un salaire inférieur à 7500 dirhams et qui auront la possibilité d'en bénéficier à condition d'obtenir un certificat de qualification pédagogique après le passage d'un concours auprès des centres régionaux des métiers de l'éducation et de la formation. Donc ici, c'est la grande nouveauté, c'est cette annonce qui a été faite hier par le chef du gouvernement. Non, l'annonce a été faite avant les élections. Le chef du gouvernement a précisé une augmentation de 2500 dirhams pour les enseignants. C'est 50% de plus de leur salaire. C'est-à-dire que c'est sur le salaire de base de 5 000 dirhams, ça fait quand même 50% de révision de salaire. Mais ce n'est pas accordé. D'augmentation. Justement, pourquoi il y a des grèves? C'est à cause de ça, entre autres. À cause de ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'augmentation pour les nouvelles recrues. Voilà. Très bien. Tout simplement. Réaction, Madame Heidi. Je maintiens la position, c'est que le statut unifié ne parle pas d'augmentation de salaire. Il ne parle pas d'augmentation. Qu'il ne parle pas, mais les négociations ont parlé. Les négociations pas autour du statut unifié. Je ne sais pas si vous avez écouté la déclaration du chef de gouvernement. Il a dit texto, ce sont les syndicats qui ont proposé, qui ont proposé qu'on discute des enseignants anciens plutôt que des nouvelles recrues. Voilà. Donc pour moi, si s'avère vrai ce que dit le chef du gouvernement, le problème, c'est un problème de syndicat et non pas un problème du ministère. Voilà. Ah oui. Un problème du syndicat et pas un problème du ministère, professeur Gdira. Mais parce que les syndicats, d'après la déclaration du chef du gouvernement, ce sont les syndicats qui ont proposé de discuter, de débattre les augmentations des anciens enseignants que des nouvelles recrues.
Voilà. Et ça, c'est une erreur stratégique de la part des syndicats, à mon sens. Certificat de qualification, donc, qui est nécessaire pour pouvoir profiter et d'abord exercer. Est-ce qu'il y a du changement là-dessus par rapport aussi à la qualité de l'enseignement qui sera ou qui est demandé à ces enseignants au futur dans le cadre de la réforme, Madame Haïdi? Non, il n'y a pas de changement. On est toujours sur le recrutement des futurs enseignants qui disposent d'une licence des sciences de l'éducation, qui sont formés dans les universités marocaines et qui sont capables de passer le concours et de suivre leurs 2 ans de formation professionnelle, si je puisse dire, pour être qualifiés et enseignés dans les établissements publics. Donc il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement. Très bien. Hassan Smili, donc, parmi aussi les revendications, il y a le volet évaluation. Pourquoi, selon vous, on n'est pas content du système mis en place pour évaluer justement la qualification, mais aussi la nature et la manière avec laquelle on enseigne? Oui, auparavant, si vous permettez, j'aimerais réagir concernant la question des salaires. Dans le texte unifié, du statut unifié, on parle d'indemnités complémentaires pour tous les acteurs de l'éducation, sauf les enseignants. Il y a des indemnités complémentaires pour les directeurs, pour les inspecteurs, pour les orientateurs, etc. Mais on ne dit rien des enseignants. Alors, moi, la question que je pose, c'est pour ça que je reviens à la réforme. La réforme dit, et le texte, la loi cadre dit que le principal élément des ressources humaines dans le cadre de l'éducation, c'est... Nous sommes d'accord. Ben, on voit pas ça. On voit une structuration, une hiérarchisation des différents types d'enseignants, mais on ne parle pas de la valorisation. Il y a le chapitre, pardon, Smili, si vous permettez, les dispositions du texte justement de ce statut unifié. Parmi elles, il y a la valorisation du mérite, il y a l'unification et l'incitation. Donc, c'est ce point-là. Alors que pour les autres cadres, il y a une augmentation, il y a une indemnité complémentaire qui est précisée, chiffrée. Pour les enseignants, on ne parle de rien, on parle de choses très vagues, d'excellence, etc. À ce propos, et puis vous parlez d'évaluation justement, moi je défends l'idée, et je l'ai dit j'ai eu l'occasion de le dire devant Sibou Moussa et c'est Meraoui, l'enseignant, le métier d'enseignant est par excellence un métier d'équipe. Or, on le pratique à titre solitaire. L'enseignant rentre dans sa classe, ferme la porte et il enseigne. Et il y a un inspecteur qui vient une fois tous les 3 ans pour lui donner une note pour la promotion, etc. C'est une vision dépassée du métier d'enseignant. L'enseignant doit faire partie d'une équipe au sein de l'établissement, une équipe dynamique, une équipe dans laquelle on discute de tous les problèmes, on pose des problèmes quand il y a des problèmes. On discute des programmes, etc. On avance, on discute des cas spécifiques qui nécessitent un soutien particulier, etc. Et on avance. Et ça demande une préparation de l'enseignant au niveau de la formation initiale et au niveau de la formation continue. Ça demande aussi une valorisation morale et matérielle. Parce que on demande beaucoup, ça demande beaucoup d'être dans une équipe, travailler dans le cadre d'une équipe, etc. Et là, dans ce cas-là, le rôle de l'inspecteur devient un rôle plus ou moins accessoire, parce qu'on n'est pas là pour être inspecté une fois tous les 2 ans, tous les 3 ans. On est là pour travailler, pour faire partie d'une équipe, sous un leadership, soit le directeur de l'établissement, soit un enseignant qui a du charisme, qui peut diriger une équipe, etc. Non, mais attendez. L'inspecteur ne fait pas partie de l'équipe ? Alors, l'inspecteur ne fait pas partie de l'équipe pédagogique. Asma Haïdi, directrice provinciale d'éducation nationale à Ben Slimane, vous interpelle. Donc pour vous, l'inspecteur ne devrait pas faire partie de cette équipe. Je n'ai pas dit ça. C'est ça. Si l'inspecteur est là tous les 3 ans,
Tous les 3 ans. La fonction d'inspection telle qu'elle est faite est dépassée, elle est anachronique. L'inspecteur doit être un accompagnateur, doit être présent, parce qu'il y a très peu d'inspecteurs. Il ne peut pas être dans chaque établissement tous les mois ou toutes les semaines. Est-ce qu'il connaît le taux de couverture? Attendez, Sismili, si vous permettez, parce qu'on a la réponse justement par rapport au taux de couverture. Je vous laisserai finir vos propos juste après. Quel est le taux de couverture par inspecteur, par établissement? Donc, il y a un taux moyen, parce que ça, oui, naturellement. Mais comme il dit que l'inspecteur inspecte tous les 3 ans, j'aimerais bien qu'il nous donne s'il a un taux de couverture. Mais est-ce que vous en disposez-vous au moins au niveau du ministère? Actuellement, non. Oui, on en dispose, bien sûr. On en dispose. C'est combien? Ça dépend. Je peux vous répondre pour 2 matières ou 2, mais pas pour l'ensemble. Actuellement, écoutez, on a 2 inspecteurs pour, en moyenne, 8 établissements primaires, par exemple. On a 8 établissements qui comptent combien de classes, du coup? Ça dépend. Oui. En moyenne, on peut dire 6 classes. 6 classes. Très bien. Donc, une classe par niveau. Donc, il n'y a pas de manque pour vous, ce que vous dites? Si. Il y a un manque. Si, il y a un manque. Mais pas au point de visiter. Qui viennent une fois tous les 3 ans? Tous les 3 ans, non. Par professeur? Non. Très bien. Professeur Smili, je vous laisse peut-être finir votre réponse par rapport à cette question. D'abord, de l'évaluation, c'est très très important. La formation continue, certes, mais il y a le volet évaluation qui compte aussi. Donc, ce que vous proposez, c'est de créer des groupes de travail qui permettront une évaluation continue. Absolument, c'est beaucoup plus efficace que la visite d'un inspecteur 2 heures pour donner une note. Donc, en gros, c'est les enseignants qui se notent entre eux. Attendez. J'aimerais comprendre, mais moi je ne comprends pas, je me mets à la place du téléspectateur aussi, qui aimerait peut-être aussi avoir une idée beaucoup plus claire de ce concept qui fasse que, quelle serait la dynamique d'évaluation au sein de ce groupe de professeurs, enfin d'enseignants. L'évaluation de l'enseignant? L'évaluation de l'enseignant? Oui, monsieur. Alors, d'abord, ce qu'on défend, c'est vraiment une professionnalisation du métier d'enseignant, parce que ce n'est pas toujours le cas. Malheureusement, ce n'est pas encore vraiment, disons, confirmé parce que qui dit professionnalisation dit aussi une compétence de réflexivité, c'est-à-dire que l'enseignant, lorsqu'il rentre chez lui, ou bien lorsqu'il est dans cette équipe-là, il peut se poser la question: qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Est-ce que j'ai été suivi? Parce que malheureusement, ce qui se passe maintenant, on le sait aussi. Mais si vous dites ça, ça veut dire qu'il y aura des heures de travail en plus pour faire ça, pour tenir des réunions au sein de ce groupe de travail. Est-ce qu'ils sont d'accord, ces enseignants? Parce que ça leur fera du... Il faut que la réglementation en tienne compte. Il faut que la réglementation en tienne compte. De réglementation de quoi exactement? Tient compte du travail supplémentaire et réduire le nombre de travail en classe, le nombre d'heures de travail en classe. On ne peut pas donner à l'instituteur, par exemple, 30 heures de travail par semaine et lui dire en même temps assister au conseil de classe, assister au travail d'équipe. Ce n'est pas possible. D'accord. Donc, il faut, à l'origine, avoir une vision globale de la charge de l'enseignant. Faire l'enseignement en classe et tout ce qui en dépend aussi, le soutien, etc. Parce que là, ce qui se passe encore une fois, souvent, malheureusement, et on le voit au niveau des déperditions, c'est que l'enseignant n'a la possibilité, vu les contraintes d'horaire, vu les contraintes de programme, vu le Moudkera, etc., il ne peut travailler qu'avec les 5 ou 8 ou 10 premiers de sa classe. Et le reste sont des laissés pour compte. Alors, je voudrais juste vous interpeller sur une question. Si vous dites qu'il travaille déjà assez, comment cela se fait-il qu'il y a des enseignants qui donnent des cours, des cours dans des écoles privées, donc ils ont le temps un peu pour aussi arrondir leur fin de mois, il n'y a pas de mal à cela. Mais non, il ne faut pas généraliser. Je ne généralise pas, mais il y a des cas. Là, mais si c'est pas vrai. Je n'ai pas dit que je n'ai pas généralisé. J'ai dit que certains dispensaient des cours dans des écoles privées. Vous ne démentez pas cela. Attendez, moi j'aimerais juste. Répondez à ma question si vous le permettez, Sismili. J'aimerais, parce que pour ne pas oublier,
j'aimerais renvoyer Madame la directrice au rapport de la Cour des comptes de Madame Zirba Adawi au niveau de l'enseignement. Elle dit beaucoup de choses intéressantes. Il faut regarder cela de près. Mais là, c'est le diagnostic. Nous ne sommes plus dans le diagnostic Sismili. Vous n'avez pas répondu à ma question. Nous ne sommes pas dans le diagnostic. Le diagnostic. Ce n'est pas uniquement le diagnostic. Ah. Il y a une réactivité du ministère, une réaction du ministère, mais malheureusement, qui n'est pas toujours convaincante. Mais c'est intéressant de voir. Parce que vous pouvez être un peu plus clair. Oui. Réaction du ministère, parce que c'est très flou. Vous dites qu'il y a une réaction, elle n'est pas très convaincante. On ne sait pas de quoi vous... Pour convaincre, alors. Bah oui, parce que je n'ai pas le rapport sous les yeux maintenant. Je n'ai pas le rapport sous les alors, yeux, du mais coup, on peut avoir... Si vous voulez tenir une émission sur le rapport de la Cour des comptes, moi je suis prêt à le faire. Non, c'est pas une émission. C'est vous qui l'avez évoqué. Moi, je n'ai pas parlé du rapport de la Cour des comptes. Moi, je vous ai posé une question. Vous n'avez pas répondu à ma question. Je vous ai interpellé sur certains enseignants qui, quand même, trouvent le temps de donner des cours dans des écoles privées. Vous m'avez dit, il n'en faut pas généraliser. J'ai dit certains. D'abord, au niveau du primaire, ça n'existe pas. Au niveau du primaire, ça n'existe pas. Ça existe au niveau, notamment... Et au niveau du primaire, il donne des cours supplémentaires, quand même, aux élèves qui sont dans leur classe. Primaire? J'en connais. Non, ça va être très rare. J'en connais. Très rare, franchement. Parce qu'ils n'ont pas le temps, ils travaillent 30 heures. J'en connais 6 000. J'en connais. Je n'ai pas je ne peux pas vous contredire avec des chiffres, parce que de toute façon, c'est pas formel, donc on ne peut pas. Ne nous détournons pas du débat. Professeur Gdira, on était sur les points de négociation. Le volet financier, et vous l'avez rappelé à très juste titre, il ne s'agit pas de la réforme du ministère de l'Éducation nationale, il s'agit du programme gouvernemental, ce sont les promesses de tout un gouvernement. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a cette idée que finalement l'éducation nationale ne dépend pas que du ministère de l'Éducation nationale. Oui. Alors, donc là, c'est tout le gouvernement, il s'est engagé envers justement l'enseignant. Le deuxième point de négociation. La question qui se pose d'abord, quelles sont les attentes des enseignants? C'est la question phare. Hein? Les enseignants demandent une augmentation, et non pas une augmentation dans l'absolu. Ils demandent à ce que les promesses du chef de gouvernement soient respectées. Ouais. Point barre. C'est chose faite. Pourquoi on maintient les grèves? Mais c'est pas fait. Si on annonce une hausse de 2500 dirhams. Ils ont annoncé des effets d'annonce. Dans la réalité... Parlez du projet de loi de finances. Dans le statut unifié, d'accord, il y a des augmentations qui ont été stipulées, sauf que les débutants n'ont pas eu d'augmentation. Alors que le chef de gouvernement, Serhnouch, avait promis à ce que l'enseignant soit augmenté de 2500 dirhams. Enseignant débutant. Qui commence. Voilà, qui commence. Alors, il y a un problème. Aujourd'hui, nous parlons d'évaluation, mais dans tout le ministère, il n'y a pas de REC. Ce qu'on appelle le REC, le référentiel des emplois et des compétences. Ouais. En d'autres termes, que devrait faire un enseignant primaire, collège, secondaire? Le REC n'existe pas. Et lorsqu'il n'y a pas de REC, il n'y a pas de règles pour pouvoir embaucher. Et évaluer. Voilà. Et bien évaluer sûr. Aussi. Alors, lorsqu'il y a un REC, bien sûr, on aura la possibilité d'évaluer sur des critères précis. Or, aujourd'hui, dans le statut unifié, il y a des critères d'évaluation, mais il n'y a pas de REC. C'est toute la contradiction qui existe aujourd'hui. Donc pour vous, ce serait plus logique et plus sain peut-être d'avoir ce REC et pas des critères d'évaluation. Voilà. C'est pas juste une question de sémantique, Non, c'est pas de sémantique, parce qu'à l'intérieur du REC, toujours... Il y a des critères d'évaluation. Oui, il y a des critères d'évaluation, mais le REC, c'est tout un ensemble. C'est-à-dire quelles sont les prérogatives d'un enseignant, les devoirs d'un enseignant, le plan de carrière d'un enseignant, etc. C'est dit un peu, mais c'est ce qui est contesté, j'ai l'impression. Ça, c'est pas un REC. Le REC est formulé d'une manière
je dirais, formelle. Non, parce que si on demande justement, parce que ce que revendiquent et ce que réclament justement certains syndicats et certaines coordinations, c'est que l'enseignant doit avoir d'autres fonctions. Donc on redéfinit finalement les obligations et les devoirs de l'enseignant. Redéfinir. Oui. Ça fait partie du REC. Oui, expliquez-moi peut-être. Tout à fait. Ça fait partie du REC. Mais aujourd'hui, on parle. Et je crois que les responsables au sein du gouvernement en parlent, c'est que on va passer peut-être de 30 heures à 24 heures pour les enseignants. Je dis peut-être. Il y a maintenant des bruits qui courent. Et ça, c'est une revendication des enseignants. Or, aujourd'hui, dans le statut unifié, il y a une augmentation des charges pour l'enseignant. On ne peut pas, dans une logique de négociation, de concertation, être dans ces contradictions. C'est aussi simple que ça. S'il y avait un REC, si on avait spécifié le nombre d'heures de travail pour l'enseignant, les charges de l'enseignant, les devoirs de l'enseignant, je pense qu'on aurait moins de problèmes. J'ai envie d'attirer votre attention, Madame Hassani. Dites-moi. Aujourd'hui, il y a 2 syndicats qui ont demandé l'arrêt de grève. Oui. Et aucun professeur n'a respecté cette demande des syndicats. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tout simplement, les syndicats n'ont plus d'ascendant sur les enseignants. Et ça pose un grand problème. Un syndicat, c'est un organe de négociation, mais c'est aussi un pare-choc. Et par conséquent, ce deuxième rôle n'est plus joué par les syndicats. C'est la soupape, en fait, entre oui, tout à fait. Voilà. Et qui est censé représenter une question aussi de crédibilité? Moi, je pose la question, je constate avec vous. Est-ce que c'est une question de désertion des enseignants, des syndicats? Vers les coordinations. Vers les coordinations, tout à fait. Aujourd'hui, les coordinations comprennent plus de 100 000 professeurs. Et ça, c'est un problème. Qui sont en grève maintenant. Qui sont en grève. Qu'est-ce que vous pensez justement du prélèvement par rapport aux grévistes? Non, moi je suis contre. Mais c'est la loi. C'est pas la loi. Bah si. Non, il y a une circulaire. Selon le porte-parole du gouvernement, c'est pas une Moustapha loi. Baitas, il faut appliquer la loi. La Constitution donne, et c'est une évidence, aux professeurs de faire grève. Et c'est la Constitution ou une formulation juridique qui doit stipuler qu'on doit faire des prélèvements. Or, aujourd'hui, il n'y a pas de loi sur ça. Dans la logique, dans les principes, oui, je suis d'accord sur le prélèvement. Ben oui. Écoutez, dans le principe. Maintenant, il faut qu'il y ait une loi qui stipule cela. Voilà, il n'y a pas de loi. Très bien. Asma Haïdi, est-ce qu'on voit le bout du tunnel? Est-ce que, effectivement, vous, au ministère, vous commencez à appréhender une année blanche? Non. Pas d'année blanche. Pour l'instant, vu que le dialogue a été ouvert avec le chef de gouvernement, nous sommes, je dirais, assez optimistes à ce que les acteurs de l'éducation nationale se retournent vers eux, se retournent vers leur objectif principal et laissons de côté tout ce qui peut polémiser autour de notre réforme et de notre système éducatif et d'entendre la voix de la raison et de laisser, je dirais, le bénéfice de doute à nos institutions. Il faut croire en nos institutions. Il faut y croire. Il y a un problème de confiance aujourd'hui, clairement. Parce que, effectivement, peut-être que... Est-ce que finalement, ce problème de confiance est le fruit du travail d'un seul gouvernement? Ou celui d'un gouvernement qui a quand même osé, qui a pris... Parce que c'est une décision hautement politique. Le support. Le fait de réformer et de prendre vraiment des décisions qui ne vont pas plaire à tout le monde ont été prises. Donc, du coup, c'est pour cela qu'il y a ce manque de confiance aujourd'hui. Et si oui, comment reprendre... Je l'interpelle là-dessus, je vous reviens à Sekdira.
Et si oui, comment rétablir la confiance, Madame Haïdi? Premièrement, je reviens toujours à la communication et au dialogue et laisser. Avec qui? Il faut mettre sur la table toutes les coordinations. Il y a des réformes qui sont mises en place, qui ont commencé à donner leurs fruits. Les écoles pionnières. Par exemple. Laissant, comme je disais, le bénéfice de doute, des réformes s'installer et de donner le résultat sur un moyen terme. Je ne parle pas du long terme. Et si le dialogue il est ouvert, les limites elles sont là, on va les voir au fur et à mesure de l'avancement. Donc, et on pourra réévaluer, s'arrêter, prendre le temps de dire voilà, ça marche pas, ça marche. Mais pénalisant l'élève, pénalisant les familles marocaines avec ce blocus et ces grèves, effectivement, ça ne plaît à personne. Hassan Smili, est-ce que vous pensez justement qu'avec la création, c'était ma première question, mais est-ce que vous pensez qu'avec justement cette commission ministérielle, avec du coup 3 ministres, Éducation nationale, Emploi et Budget, on va réussir à trouver une solution, répondre aux revendications, mais aussi, parce qu'in fine, c'est l'opérationnalisation de cette réforme que nous n'attendons que depuis trop longtemps. Donc, est-ce que vous pensez que cette commission ministérielle, avec ces 2 nouveaux acteurs, ministre de l'Emploi et des Compétences et le ministre du Budget, les choses vont s'améliorer et on va arrêter ces épisodes ces cauchemars de grève? Oui, Sismili. Je suis optimiste. Dans une commission où il y a le ministre du Budget, ça peut donner de l'espoir parce que l'argent reste le nerf de la guerre. Et je crois que si on fait un geste vis-à-vis des enseignants, on va apaiser un peu les choses. Moi, j'aimerais aussi dire que il y a un article 5, je crois, dans ce statut, qui parle de marge de liberté, marge de créativité, etc. aux enseignants. Et ça, c'est important. Il ne faut pas que ça reste uniquement au niveau des vœux, mais qu'il y ait des modalités pratiques pour donner à l'enseignant cette possibilité de créer, de réfléchir. Et donnons-leur le bénéfice du doute, justement. Peut-être. C'est une façon de les valoriser aussi, de les responsabiliser. Parce qu'on a l'habitude, malheureusement, depuis longtemps, à traiter l'enseignant comme un exécutant. On lui envoie des mémorandums, des mots de tirage, etc. Il faut qu'il applique, parfois même, regardez les normes nationales, pédagogiques nationales, on mentionne même des virgules. C'est vraiment l'exécution la plus complète. Ça, il faut revoir ça. C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est qu'on a à revoir pas mal de choses et on peut réussir. On peut réussir. Moi, je suis optimiste, je vous dis. Ouais, sans mobilisation, ça m'étonnerait fort. Et là, c'est vraiment un avis personnel. Est-ce qu'on peut éventuellement réussir s'il n'y a pas une mobilisation de tous? Et là, je pose la question. Il faut une mobilisation. Il faut une mobilisation. Et de l'enseignant, Bien sûr. Les enseignants sont parce que vous n'en parlez pas depuis tout à l'heure. Tout à l'heure, Sigdira en a parlé. Il faut que l'enseignant soit mobilisé aussi pour qu'on puisse amener à terme et à bien surtout cette réforme. Madame Khadija, le premier terme que j'ai utilisé dans ma première intervention, c'était la mobilisation. La mobilisation de tous. Comment comment est-ce que la mobilisation commence avec 45 jours de grève et ça ne s'arrête pas sur 2 mois d'études? Là, pour moi, c'est une mobilisation, effectivement, elle est là. Les enseignants sont mobilisés. Je ne suis pas ici à défendre qui que ce soit, mais là, on sent vraiment une vraie mobilisation de l'enseignant pour faire entendre sa voix. Mais où est la mobilisation de l'enseignant pour une meilleure éducation, pour un meilleur enseignement pour l'élève? Il faut d'abord que sa voix soit entendue. Écoutez, en Allemagne, par exemple, les syndicats ne posent jamais de problème. Nous vivons sur une tradition française. En Allemagne, les syndicats ne posent jamais de problème. Pourquoi? Parce qu'ils sont
ils sont écoutés en aval, pas en amont. Mais c'est ce qui a été fait. Mais au moins, les Allemands, ils ont deux syndicats, ils sont représentatifs. Là, au Maroc, on se retrouve avec le poids des coordinations qui se comptent par dizaines, qui fait plus que les syndicats. Donc là, déjà, peut-être, il faut se comparer avec des... Oui. Là, c'est les réseaux sociaux, ça, c'est les nouveaux moyens de communication qui fonctionnent. Ben, il faut que le ministère soit aussi... Très bien. Si vous permettez, Sismili. Très bien. Oui. Merci, Sismili. Si vous permettez, il me reste 1 minute. Je vais juste peut-être clore le débat avec vous, Sigdira. Moi, je pense qu'il y a de la bonne foi des deux côtés, du côté du gouvernement et du côté des enseignants. Hein? Il y a une entorse de communication. Ça, c'est un problème. Il faut revenir sur 4 éléments. Hein? Premier élément, rapidement, comment opérationnaliser les 2500 dirhams avancés par le chef du gouvernement. Deuxièmement, comment instaurer rapidement le REC. Troisième élément, comment remédier à la pléthore de sanctions. Et dernièrement, discuter le nombre d'heures de travail des enseignants. Voilà. C'est dans le pipe, Madame Heidi. Je dirais que ce statut unifié, il n'a pas que... les gens voient que des limites, mais en fait, c'est une ouverture. C'est une ouverture. En tout cas, le dialogue est ouvert. Exactement. Merci beaucoup. Merci Asma Heidi, directrice provinciale d'éducation nationale à Ben Slimane. Merci à vous aussi, Hassan Smili, directeur fondateur de Jawaz Academy. Je suis sûre que nous aurons une autre occasion pour finir ce débat. Il n'est pas clos. Il est ouvert, en tout cas, le dialogue. Merci à vous. Marhaba, merci à vous. Et merci à vous également, professeur Mohamed Gdira. Merci d'avoir été encore une fois avec nous et d'avoir enrichi ce débat. Merci à nos chers téléspectateurs pour leur fidélité à Questions d'Actu. Très bonne soirée.